Bonjour, je me propose de faire avec vous maintenant un point historique en fait de la création des associations de maisons d'accueil, des Framafad et puis de l'UFRAMA. Alors tout d'abord, les premières maisons d'accueil pour les familles et proches de personnes incarcérées ont été créées en fait à partir de 1972 à l'initiative en fait de la société civile, c'est-à-dire d'associations qui se sont constituées pour répondre aux besoins ressentis localement. Les personnes qui venaient effectivement voir un proche détenu n'avaient aucun dispositif d'accueil et souvent attendaient d'être appelées au parloir à l'extérieur, c'est-à-dire aux intempéries, et en même temps également sous le regard de la population. Rappelons-nous que dans les années 70, les établissements pénitentiaires étaient plutôt situés en centre-ville, et quand on sait la stigmatisation auquel on va faire face les familles, c'était sans doute un point très très important. Donc la première association qui s'est créée, en fait, qui s'est constituée, c'est en 1972, à proximité du centre de détention de Muret. Il s'agit en fait de la maison Roqueclair, donc un établissement d'accueil avec hébergement de nuit pour les familles. J'en profite pour saluer Alexis qui est avec nous et qui est le maître de maison actuellement de cette maison Roqueclair. Ensuite, je crois que c'est l'association Saint-Marco à Lyon qui s'est créée à proximité de la maison d'arrêt de Lyon, avec un accueil, cette fois, de jour pour les personnes en attente de parloir. Alors, dans les années qui ont suivi, bien sûr, les associations ont essaimé, se sont créées à proximité des centres pénitentiaires. Et quelles sont les prestations qu'elles offrent? Ces prestations sont variables et diversifiées pour répondre effectivement aux besoins locaux. Il s'agit en particulier de la mise à disposition d'un lieu aménagé pendant le temps d'attente du parloir, salle d'attente, sanitaire, cuisine, coin nurserie, salle de jeu également pour les enfants, et bien entendu chambre dans les structures qui sont prévues pour accueillir de nuit les familles. Deuxième type de prestation, l'accueil et le soutien psychologique des familles qui, on le sait, sont fragilisées par l'incarcération, mais aussi qui vivent des moments de stress au moment où elles arrivent pour rendre visite à leurs proches au parloir. C'est également tout un versant pour les associations d'information sur la réglementation pénitentiaire, sur les procédures judiciaires. On sait aussi que les familles sont quand même assez perdues dans un premier temps. Et puis, il y a toutes les activités ludiques d'expression à l'attention des enfants. Je répète toujours que l'accueil des familles, c'est à la fois l'accueil des adultes, bien entendu, mais c'est aussi l'accueil des enfants. Les enfants sont des personnes. Ça peut être également, pour certaines associations, la prise en charge des enfants pendant le temps du parloir pour les enfants qui ne souhaitent pas forcément se rendre au parloir et qui ont besoin de souffler. Voilà, donc certaines associations offrent cette prestation. C'est également l'accompagnement pour certaines associations d'enfants au parloir lorsque le parent qui s'occupe de l'enfant ne souhaite pas ou ne peut pas accompagner l'enfant au parloir. Et puis enfin, dernier type de prestation des associations, c'est également le service de transport lorsque la gare ou lorsque les transports en commun sont assez éloignés du lieu de détention. Certaines associations assurent un peu une fonction, on pourrait dire, de taxi. En 2019, on dénombre en fait 142 associations d'accueil, 29 d'entre elles assurent l'hébergement de nuit
Et sur ces 142 associations d'accueil, la garde des enfants, en cas de besoin pendant le parloir, est assurée par 48% d'entre elles et 22% assurent l'accompagnement des enfants au parloir lorsque la situation est particulière. Les établissements pénitentiaires de construction récente, en fait, comportent désormais un local d'attente pour les familles et dans ces locaux, une salle de jeu, effectivement, qui est destinée aux enfants et qui, en général, est plutôt bien organisée et tout à fait favorable, effectivement, pour l'accueil des enfants. Depuis 2008 environ, l'administration pénitentiaire a délégué dans certains établissements une partie de l'accueil des familles à un prestataire privé. Il s'agit par exemple des prises de rendez-vous qui sont assurées par des prestataires. Pour ne citer que quelques-uns, on peut citer GEPSA, Sodexo, IDEX. Et dans chaque lieu, une convention organise en fait la coopération et la complémentarité entre le prestataire privé et l'association. Alors voilà, on peut dire que les associations sont le premier étage d'une fusée qui en comporte 3. Au niveau des associations, les interlocuteurs pénitentiaires sont bien entendu à la fois le chef d'établissement et également le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a en charge dans ses missions le maintien des relations familiales. Alors, le deuxième niveau de cette fusée, c'est effectivement le niveau de la Framafat, c'est-à-dire le niveau régional. En fait, très très rapidement, les associations ont éprouvé le besoin de se regrouper, de se réunir pour confronter un petit peu et échanger à propos des pratiques. Et donc, des fédérations régionales, des maisons d'accueil se sont créées dont les objectifs étaient les suivants: permettre une prise en compte spécifique des problèmes rencontrés par les familles de détenus, proposer des formations adaptées aux bénévoles assurant l'accueil, soutenir l'action des structures existantes et aussi, bien entendu, favoriser la création de nouvelles structures et puis être l'interlocuteur des pouvoirs publics au niveau régional. Voilà, donc les premières fédérations régionales ou Framafad se sont créées. La première en 93, la Framafad Grand Sud-Ouest, donc pour l'interrégion pénitentiaire de Bordeaux. La suivante en 98 est celle de Toulouse. Elle a été suivie par celle de Strasbourg, puis Centre-Est de Dijon. Je cite tout le monde pour ne pas faire d'impair. Puis en 2002, la Framafad Grand Ouest. En 2006, la Framafad Rhône-Alpes-Auvergne. Actuellement, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Arras. En 2007, la Framafad Île-de-France. Et puis la Framafad PACA-Corse. Et enfin, la Framafad Nord, qui s'est créée en 2011. Vous remarquerez que certaines parties du territoire ne sont pas couvertes par des Framafad. Il s'agit bien entendu des territoires ultramarins. Les associations des îles, en fait, adhèrent directement à l'UFRAMA, puisqu'il n'y a pas d'interrégion ni de Framafad. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les interlocuteurs des associations sont les chefs d'établissement. Pour les Framafad, les interlocuteurs sont bien entendu les directions interrégionales des services pénitentiaires. Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder la question de l'UFRAMA et de la création de l'UFRAMA. C'est à partir des années 2000, en fait, qu'une association s'est créée pour réunir les Framafad qui existaient à cette époque. Et en fait, ça ne s'appelait pas UFRAMA, mais
collectif national des Framafades. Voilà, c'est en décembre 2001 que ce collectif national des Framafades s'est transformé pour devenir UFRAMA. Alors, quels sont les objectifs de l'UFRAMA? Ces objectifs, c'est de favoriser les échanges et la réflexion entre les différentes fédérations régionales et les associations des maisons d'accueil de familles et proches de personnes incarcérées, d'organiser des actions de formation en direction des personnes assurant l'accueil des familles, organiser des journées nationales également de formation, d'information et de recherche. Ce sont les journées nationales, tous les 4 ans, qui nous permettent, pour lesquelles on fait des études assez sérieuses concernant les personnes, les familles, concernant également les associations. C'est le moment où on rend compte en fait au pouvoir public des difficultés que l'on rencontre en émettant un certain nombre de recommandations. Vous trouverez sur le site qui vous est dédié pour cette formation à distance les recommandations qui ont été émises à partir des rencontres de 2018. Que vous dire d'autre à propos de l'UFRAMA? C'est bien entendu également favoriser les contacts avec d'autres associations qui partagent nos objectifs ou des objectifs qui sont voisins et similaires. Voilà un peu ces aspects de formation, ces aspects de recommandation qui sont extrêmement importants. Alors, les interlocuteurs de l'UFRAMA sont donc la direction de l'administration pénitentiaire qui est à Paris. Donc, vous aurez compris, les associations et les établissements, les Framafades, les directions interrégionales des services pénitentiaires, et puis l'UFRAMA, donc le niveau Union des fédérations, c'est-à-dire le niveau national, avec comme interlocuteur la direction de l'administration pénitentiaire. Peut-être maintenant, après avoir fait l'historique, on peut peut-être faire les perspectives, et ces perspectives, sans être complètement déprimé et pessimiste, elles posent question, en fait. Actuellement, et depuis 2 ou 3 ans, on assiste à une baisse de fréquentation des parloirs et donc des accueils familles. Voilà, la fréquentation a tendance à diminuer. Alors, on essaye de trouver des raisons. La première qui vient, c'est peut-être effectivement le développement, et c'est bien, de la téléphonie en détention. Alors vous me direz, les personnes détenues n'ont pas attendu la téléphonie officielle pour téléphoner à leur famille, mais c'est vrai que le téléphone, en tout cas, qu'il soit officiel ou officieux, sans doute permet le maintien de liens familiaux et ça tend à diminuer la fréquence effectivement des parloirs. Il y a également une autre chose qui est plutôt positive également, et qui sont le développement des unités de vie familiale ou les parloirs familiaux. Et là, ce sont en fait des possibilités de rencontres familles, personnes détenues et proches, donc sans surveillance. Alors, parloir familial, c'est un studio qui est aménagé et qui permet une rencontre soit de 3 heures, soit de 6 heures entre la famille et la personne détenue. Pour les UVF, c'est des rencontres qui peuvent avoir lieu entre, je crois, 6 heures minimum, et ça peut aller jusqu'à 72 heures. Ce sont des dispositifs qui sont en place et qui sont particulièrement adaptés aux personnes détenues qui ne peuvent pas bénéficier d'une permission de sortie. C'est donc un peu un premier temps pour préparer les permissions de sortie. On sait par ailleurs que pour les familles, venir au parloir est coûteux à plein de points de vue. Les difficultés pour venir au parloir
tiennent à la distance, c'est-à-dire que certaines familles peuvent être, ou certains détenus peuvent être très éloignés de leur famille. C'est également l'éloignement des établissements, des transports en commun. On a tendance à construire depuis une vingtaine d'années des établissements qui sont très éloignés des centres-villes. Ça entraîne des coûts très importants pour les familles et je vous renvoie aux recommandations des rencontres de 2018 où on s'aperçoit que à la fois les familles sont principalement des familles pauvres et qui sont exposées en fait à des dépenses extrêmement importantes liées à l'incarcération. Alors, que vous dire que l'UFRAMA et les associations n'ont pas pour but de favoriser le maintien des relations familiales et les rencontres, mais de les faciliter. Vous me direz, ça peut être considéré comme un détail de langage. En fait, non. C'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour faciliter pour les familles la venue au parloir, mais bien entendu que tout ça se fait dans un respect absolu de leur volonté de venir ou de ne pas venir. Et je pense que c'est très très important. Je pense qu'au niveau des établissements, au niveau de l'administration pénitentiaire, les parloirs sont vus autrement. Ils sont vus plutôt comme un bénéfice pour la personne détenue et donc pour la détention. Du côté des associations, c'est important que la volonté et le souhait des familles soient respectés. Donc, on facilite la venue des familles par les différents dispositifs que j'ai exposés, mais on n'est pas là pour favoriser à tout prix le maintien des liens. On estime que ça, c'est une affaire entre les familles et la personne détenue. Voilà, écoutez, c'était la présentation historique et puis donc les perspectives. Ça signifie au niveau des perspectives, je pense, qu'il faut que l'on réfléchisse probablement à élargir aussi peut-être les prestations qui sont offertes. Alors on a vu que en dehors de l'accueil convivial, qui est vraiment extrêmement important, se développent effectivement d'autres prestations comme la garde des enfants ou l'accompagnement des enfants. Dans certains accueils, en particulier je pense à des accueils de nuit, se met en place également un certain nombre d'animations, soit de groupes de parole, soit de temps de parole, en tout cas pour les familles, qui me paraissent tout à fait intéressants. Que vous soyez des accueillants nouveaux ou au contraire des accueillants expérimentés, on compte bien entendu sur vous comme force de proposition pour proposer et créer des prestations qui sont nouvelles pour les familles. Voilà. Eh bien, écoutez, à la prochaine vidéo. Au revoir.